Il est 22 heures, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous sommes le mardi 3 juin 2025. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée. Au sommaire ce soir. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenu aujourd'hui les travaux de la 11e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Également, dans l'actualité de ce soir au Nigeria, l'on dénombre plus de 200 morts et 500 personnes sont portées disparues lors des inondations qui se sont produites dans ce pays africain. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec la 11e séance du Conseil des ministres où a été présidée par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, le chef du gouvernement. Eh bien, écoutons pour la première partie le compte rendu du porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, a eu lieu ce mardi 3 juin 2025 la 11e séance du Conseil des ministres et ont été inscrits à l'ordre du jour 5 questions. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Première question, projet de loi portant approbation des comptes financiers du Fonds de développement économique de Djibouti, FEDED, pour l'exercice 2024. Les comptes financiers du Fonds de développement économique de Djibouti, FEDED, pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 507 453 433 francs Djibouti et en charge à 320 164 783 francs Djibouti. Il dégage un résultat positif de 187 288 650. Le résultat de l'exercice est en forte augmentation, plus 51,5% par rapport à l'exercice précédent. Il passe de 123,5 millions en 2023 à plus de 187,2 millions de francs Djibouti en 2024. Les disponibilités du fonds ont permis le remboursement de plus de 1,04 milliard de francs djiboutiens aux différents bailleurs. Grâce à ces remboursements, les emprunts auprès des différents organismes ont été réduits sensiblement et ramenés à 4,3 milliards de francs Djibouti en 2024 contre 7,1 milliards de francs Djibouti en 2023. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Question 2. Projet de décret fixant les conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires. Dans le cadre de la réforme du statut général des fonctionnaires, la loi numéro 21 AN 23, 9e législature du 24 janvier 2024 instaure une nouvelle approche de gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Conformément à son titre 4, un décret d'application vient de préciser les modalités relatives à l'évaluation, à la notation et à l'avancement des fonctionnaires. Le décret prévoit la généralisation de l'entretien annuel d'évaluation conduit par le supérieur hiérarchique immédiat sur la base des critères objectifs tels que l'assiduité, la compétence, la qualité du travail et l'atteinte des objectifs. En complément, un entretien de carrière est institué pour tout agent disposant d'au moins 5 années d'ancienneté afin d'apprécier l'expérience acquise, d'analyser les perspectives d'évolution et d'orienter les actions de formation. La notation est désormais attribuée sur une échelle de 0 à 5, accompagnée d'une appréciation générale reflétant la performance globale de l'agent. Le système d'avancement est structuré autour de 2 axes. L'avancement d'échelon, lié au mérite et à l'ancienneté, et l'avancement de classe, soumis à conditions et à sélection. Troisième question. Projet de décret fixant le régime de rémunération et des avantages sociaux alloués aux fonctionnaires. Prise en application de la loi numéro 21 AN 23, 9e législature, portant nouveau statut général des fonctionnaires. Le présent décret précise les modalités de rémunération des agents publics et des avantages sociaux alloués aux fonctionnaires. Ce projet de décret vise à établir un cadre réglementaire unifié, clair et équitable en matière de rémunération en cohérence avec les principes de transparence,
des performances et des qualités des traitements entre les agents publics. Le texte définit la rémunération du fonctionnaire comme l'ensemble des sommes et avantages financiers ou en nature versés en contrepartie des services rendus, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les projets des décrets fixent les cadres juridiques définissant les modalités des calculs et des versements des traitements, précisent les prestations familiales auxquelles les agents peuvent prétendre et encadrent les conditions de suspension, d'ouverture et de cessation des droits correspondants. Par ailleurs, ces projets de textes abrogent et remplacent les décrets numéro 83-098, présidence FP, du 10 septembre 1983, et tend à moderniser et à harmoniser les règles applicables aux agents publics. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé d'autres projets de loi. Réécoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement. Ministère du Budget. Quatrième question. Projet d'arrêté portant expropriation et transfert des parcelles de terrain sises au lotissement Marabout au profit de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Le projet d'arrêté a pour objet l'expropriation des parcelles de terrain sises au lotissement du Marabout de 53 502 m² inscrites au livre foncier au nom de la société Mobile Oil Djibouti. Les parcelles de terrain d'une superficie de 53 502 m² ainsi expropriées sont réservées dans les domaines privés de l'État. Les dites parcelles de terrain sont attribuées à la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti et destinées à l'implantation d'une usine de production de fûts et de stockage de butine. Cinquième question, ministère de la Justice, des Affaires plénipotentiaires, chargé des droits de l'homme. Il a été donné agrément à l'exercice de la profession d'avocat à M. Mohamed Ahmed Adlou et M. Isman Dahir El-Tiré. Compte rendu et rapport de mission. Le ministre de l'Économie et des Finances, en charge de l'industrie, a présenté au Conseil des ministres sa participation aux 60e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Abidjan du 26 au 30 mai 2025. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rendu compte de sa visite officielle en Éthiopie du 15 au 16 mai 2025. Il a également rendu compte de sa participation au 34e sommet arabe ordinaire et au 5e sommet arabe sur le développement économique et social qui se sont tenus à Bagdad le 17 mai 2025. Enfin, le ministre des Affaires étrangères a également fait rapport de sa mission à Bruxelles où il a pris part à la conférence ministérielle sur le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne en date du 21 mai 2025. Merci. Également dans l'actualité de ce 22h, conformément à l'article 60 de la Constitution, nous revenons ce soir sur cette journée parlementaire d'hier, temps fort de la vie démocratique qui a été donc consacrée sur les débats entre d'une part les représentants du peuple et d'autre part les membres du gouvernement. En ce sens, les membres du gouvernement concernés ont répondu donc aux questions des parlementaires. Écoutons. Il me paraît essentiel d'attirer encore une fois la sonnette d'alarme à l'attention du gouvernement sur une problématique préoccupante et récurrente qui altère à la fois la qualité de vie de nos concitoyens et l'image de notre capitale, celle de l'insalubrité grandissante et durablement installée dans l'espace urbain de Djibouti. Où est le rôle de la municipalité locale qui collecte des taxes auprès des commerçants et qui devrait réinvestir dans l'embellissement de la ville? Où sont les mécanismes de contrôle et des sanctions au niveau de la sous-préfecture? Et pourquoi observe-t-on l'absence des sanctions à l'encontre des acteurs de ces actes qui constituent un véritable affront de l'ordre public environnemental? L'insuffisance de réponses apportées à cette situation nourrit un sentiment d'impunité et d'incompréhension au niveau des élus du peuple que nous sommes. Il devient par conséquent impérieux de renforcer les moyens opérationnels des institutions concernées, au premier rang l'OVD, où en le dotant notamment d'un parc de véhicules et d'équipements adaptés à l'ampleur des défis. Madame la députée a donc raison d'un côté, parce qu'effectivement, il y a plus de 6 mois, nous avons travaillé main dans la main en organisant les quartiers
et la population à identifier des points de regroupement pour les déchets et à harmoniser les horaires de ramassage donc, des déchets. Malgré que des efforts et des progrès, ont été atteints, il s'avère que les défis qui s'imposent donc à nous donc, ne sont pas petits. En effet, les moyens dont dispose la principale institution responsable de ce ramassage des déchets est confrontée à des problèmes de moyens. Cette institution a donc programmé à ce qu'elle a pris un crédit, effectivement, à la banque, et au jour d'aujourd'hui, il y a 28 camions qui vont arriver donc d'ici le 15 juillet dans notre donc, pays. Au-delà de ça, 12 camions qui étaient donc en panne auront leurs pièces détachées également aussi, arriveront également aussi à bon port d'ici la fin du mois de juin. Mais malheureusement, ceci n'arrivera pas donc avant les fêtes d'indépendance. C'est la raison pour laquelle nous allons proposer donc cette semaine à ce qu'on puisse reconduire, comme l'année dernière, le même comité qui est composé des instances dont j'avais parlé tout à l'heure, main dans la main, avec une mutualisation de l'ensemble des moyens de l'État, de la même manière qu'on avait fait l'année dernière, et en travaillant donc pendant tout ce mois de juin pour qu'on puisse donc fêter notre fête, donc notre 48e année d'indépendance dans la beauté et dans la propreté de notre donc non seulement capitale, mais également de l'ensemble donc de notre République. Je tiens tout d'abord à saluer les efforts constants et les investissements importants consentis par les ministères dans le développement d'infrastructures visant à valoriser les énergies renouvelables dans notre pays. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous éclairer sur les principaux facteurs structurels ou conjoncturels expliquant cette cherté persistante de l'énergie à Djibouti? Et surtout, quels leviers envisagez-vous à moyen terme pour améliorer la compétitivité énergétique à la fois pour les citoyens et les investisseurs étrangers désirés de s'implanter durablement dans notre pays? Pour ce qui est le tarif et la tarification, vous avez vu que nous avons, depuis 2011, fait des réductions qui sont prouvées par les arrêtés qui ont été signés par le président de la République de 5 à 6 fois. Nous sommes dans la continuité pour baisser les prix. Nous allons baisser les prix. Nous avons entamé d'ores et déjà une étude depuis 2 ans avec le ministère des Finances, avec le ministère du Budget. Nous avons des contraintes, certes, mais nous avançons. Nous avançons. La dernière baisse qu'il y a eu, c'était en juin 2020 avec le Covid, chose que nous avions déjà donné une dotation de 30 000 francs à chaque ménage djiboutien, mais aussi nous avons baissé de 5 francs sur chaque tarif djiboutien. Je souhaite attirer l'attention du ministre de l'Agriculture. En effet, un appel à manifestation d'intérêt a été publié le 13 septembre 2024 par Presse La Nation, visant à recruter un bureau d'études géophysiques en vue de forage de Adgeno, Médého dans la région d'Obok et dans la région de Tajoura, il s'agit de Mounkour et Assagaïla. Nous sommes aujourd'hui en juin 2025, Monsieur le ministre, soit plus de 9 mois après la publication, et les populations locales n'ont toujours vu aucun début d'activité sur le terrain. Monsieur le ministre, pourquoi ce processus de sélection accuse-t-il un retard? À quelle date les entreprises soumissionnaires ont-elles été évaluées et quand les contrats sera-t-il attribué? La question qui a été posée par Madame la députée est légitime. Les zones les plus difficiles, c'est les zones qui sont restées. Ndaï, Adgeno et Moukour. Parce que, en termes de géologie, c'est la rhyolite.
Il ne faut plus forer à 150 mètres. Il faut forer à 200, 300 mètres comme Balhou. Le gouvernement est de bonne volonté. Nous allons faire. Mais pour qu'on ait le plus de chance, nous avons fait appel à l'ODEG. L'ODEG, parce qu'ils ont un instrument qu'on appelle instrument magnéto-tellurique. Ce n'est plus l'instrument de sondage électrique. Ce magnéto-tellurique va nous permettre de faire une étude géophysique jusqu'à 200-300 mètres. C'est comme si c'était le pétrole. Nous allons faire, et je crois qu'un peu de patience, nous allons faire pour avoir le maximum de succès. Eh bien, les questions-réponses entre les membres du gouvernement et les représentants du peuple se sont également poursuivies. Cette fois-ci, des questions portant sur le numérique, la jeunesse. Écoutons les réponses et les questions. La jeunesse de notre pays, la jeunesse djiboutienne, comme partout dans le monde, vit à l'ère du numérique. Les téléphones portables, les tablettes ou autres, les plateformes des réseaux sociaux, les contenus en ligne font désormais partie de son quotidien. L'Internet est un outil, un extraordinaire outil d'éducation, d'ouverture et de créativité, mais aussi, hélas, un vecteur de dérives dangereuses. Face à cela, je trouve que notre réponse doit être transversale, coordonnée et déterminée pour protéger notre jeunesse dans le cyberespace. Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, quels dispositifs de sensibilisation et de prévention sont mis en œuvre dans les structures de jeunesse, les CDC, sur les usages responsables des réseaux sociaux, tout en valorisant leur potentiel pour l'éducation et l'engagement citoyen? Madame la ministre déléguée à l'économie numérique, la régulation des contenus en ligne est un enjeu crucial. Quelles régulations ou infrastructures sont prévues pour protéger les jeunes dans l'espace numérique, pour limiter l'accès à des contenus inadaptés, inappropriés ou violents? Madame la ministre de la Femme et de la Famille, les familles sont souvent démunies face à l'addiction et à l'omniprésence des écrans. Quelles initiatives ou actions sont menées pour accompagner les parents dans la surveillance et l'éducation numérique de leurs enfants? Existe-t-il des campagnes ciblées à l'échelle des quartiers, des communes ou des régions? Le ministère a élaboré une stratégie il y a 6 mois. Cette stratégie nous a permis de comprendre d'abord les enjeux de la cybersécurité. Qu'est-ce qu'une sécurité? À qui doit-on protéger? Et nous avons pu identifier un certain nombre de personnes. Il y a les enfants, les personnes à besoins spéciaux, les infrastructures critiques, l'identité numérique, parce qu'aujourd'hui nous disposons d'une plateforme pour protéger cette identité numérique. Et il y a aussi les secteurs privés. L'État est chargé de la souveraineté et la question de la cybersécurité intègre dans cette souveraineté et à ce jour, nous disposons de tous les instruments. Je souhaitais particulièrement à dire que c'est avec une jeunesse épanouie, c'est avec une jeunesse qui est acteur de développement que nous allons pouvoir honorer les objectifs de développement et très souvent, ça se voit sur le terrain. Quand il y a un engagement en tant qu'acteur, une fierté d'appartenir à une nation diverse, tolérante et riche de patrimoine, je pense que cette jeunesse-là va pouvoir, au même titre que les demandes internationales et universelles, va pouvoir jouer son rôle pour atteindre les objectifs de développement. Je vous remercie. En bref et en image, le Premier ministre de la République fédérale, de la Somalie, M. Hamza Abdi Barre, donc en visite de travail à Djibouti, s'est rendu à ce lieu chargé d'histoire, le mémorial d'Arta, pour voir les locaux de ce mémorial, cette infrastructure flambant neuve. À Arta, donc ce lieu historique où s'est tenue en 2000 la conférence de réconciliation entre les Somaliens, qui symbolise également l'espoir, la paix et la reconstruction de cette nation sœur somalienne sous la houlette du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. C'était donc dans les années 2000, nouvellement élu, le chef de l'État a déplacé
corps et âme pour que la Somalie retrouve la stabilité et la paix avec la tenue de cette conférence dans ce lieu d'Arta. Ce déplacement du Premier ministre souligne l'importance de commémorer les moments clés de l'histoire de la paix en Somalie et la nécessité de continuer à œuvrer pour un avenir uni et prospère pour tous les Somaliens. Peu après cette visite, ce dernier s'est envolé après une visite de travail de 72 heures à Djibouti. Au terme de sa visite, M. Hamza Abdi Barri a quitté le pays hier soir avec l'accompagnement du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Le Premier ministre somalien, M. Hamza Abdi Barri, a été salué à l'aéroport international de Djibouti par l'ambassadeur auprès de la République fédérale de la Somalie à Djibouti, M. Salad Ali Jaleh, et l'ambassadeur djiboutien accrédité en Somalie, Mohamed Ibrahim Youssouf. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahamoud, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ont signé un protocole d'accord. Cet accord de coopération conçu pour englober un large éventail de domaines essentiels, notamment la recherche et la formation des enseignants, le développement professionnel et les prestigieuses classes préparatoires aux grandes écoles. S'exprimant lors de cette cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahamoud, a souligné que cet accord cadre répond directement aux besoins cruciaux d'une cohérence pédagogique renforcée et d'une amélioration des taux de réussite scolaire à tous les niveaux d'enseignement. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a employé une métaphore marquante décrivant l'accord cadre comme un certificat de mariage entre les deux ministères. Cette analogie a souligné le ministre l'engagement de des entités à travailler à l'unisson, menant en fin de compte à la réussite accrue des élèves et des étudiants, à la formation de qualité des enseignants. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet hommage aux jeunes talents djiboutiens lors des Olympiades internationales de biologie en Russie. C'était donc hier où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présidé cette cérémonie solennelle organisée pour honorer les 3 jeunes djiboutiens exceptionnels récompensés pour leur excellence lors des Olympiades internationales de biologie tenues à Sotchi en Russie, accompagnés par leur mentor Mohamed Abdillahi Rayaleh, professeur de sciences de la vie et de la terre. Ces étudiants issus de la filière CPGE, scientifiques du lycée d'excellence, ont brillé en remportant une médaille d'or collective dans l'épreuve novatrice des projets. Cette victoire exceptionnelle est d'autant plus significative qu'elle a été obtenue face à une concurrence de haut niveau, démontrant également la qualité de leur préparation et de leur état d'esprit. En plus de leur performance collective, les lauréats ont également remporté une médaille de bronze dans des épreuves pratiques, consolidant ainsi un palmarès impressionnant. Les 2 ministres présents à cet événement ont salué l'excellence de la formation que ces jeunes ont reçue. L'ambassadeur de la Russie à Djibouti s'est exprimé peu après. Écoutons. Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour féliciter ensemble cet événement important. Cette compétition à Sochi était un événement intellectuel et a rassemblé 70 élèves de 40 pays dont Djibouti. C'était une seule équipe africaine à participer à l'Olympiade, représentée par des élèves de l'école de l'excellence de Djibouti. Vous avez réussi à remporter la médaille d'or comme l'équipe et vous avez parfaitement représenté Djibouti et l'Afrique.
au niveau international. Je vous félicite sincèrement et j'espère que ce voyage en Russie et les participations à l'Olympiade vous inspireront pour de nouveaux progrès dans les études. Tous les meilleurs, bonne chance, merci. Le ministre des Affaires musulmanes a rencontré les pèlerins djiboutiens à la Mecque dans le cadre des préparatifs du Grand Hajj, le pèlerinage de cette année 2025. M. Moumin Hassan Barri a rencontré hier les pèlerins djiboutiens qui séjournent à la Mecque. لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Un peu après, le ministre s'est exprimé au micro de notre confrère Hajj Khadr Abdillahi. Le ministre a profité de l'occasion pour évaluer la qualité des services offerts sur place. Dans un mot prononcé, il a encouragé les responsables de la mission du Hajj à maintenir un suivi rigoureux tout au long du pèlerinage, en particulier à l'approche des étapes clés que sont Mina, Arafat et Muzdalifa. Le ministre a inspecté des sites comme Mina et Arafat, toujours dans le cadre de ces préparatifs du Grand Hajj. M. Moumin Hassan Barri a évalué les infrastructures d'hébergement, les circuits de transport, les services de santé et les installations prévues pour accueillir les 1400 pèlerins djiboutiens attendus. والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والملك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a organisé ce matin dans ses locaux la cérémonie de clôture du programme national d'alphabétisation. Un événement marquant présidé par la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, en présence de nombreux directeurs des écoles, des inspecteurs éducatifs et conseillers pédagogiques. Mise en œuvre en étroite collaboration avec le MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité, le ministère de l'Agriculture, ce programme d'envergure nationale s'est imposé comme un pilier essentiel de lutte contre l'analphabétisme, en particulier chez les femmes. Ce programme a connu une évolution notable de support pédagogique avec la conception des manuels spécifiques adaptés aux besoins des apprenants. Les inspecteurs, conseillers pédagogiques et directeurs d'école ont joué également un rôle clé dans l'encadrement et la mise en œuvre efficace des activités éducatives. Une cérémonie qui a également été l'occasion
de récompenser l'engagement et l'excellence. Des prix ont été attribués aux directeurs des établissements ainsi qu'aux alphabétiseurs les plus méritants issus des différentes écoles impliquées dans ce programme. Ce moment solennel a permis également de valoriser les efforts de tous les acteurs mobilisés et de renforcer l'engagement national en faveur de l'éducation pour tous. Ce programme d'alphabétisation s'inscrit dans une vision de long terme et de bâtir une société plus équitable, instruite et résiliente. Dans la plupart des cas, de lire, de calculer et de s'exprimer. La nouveauté de cette année, les apprenants ont eu des attestations et des carnets. Il fallait voir la joie sur leur visage. L'UNFD, avec l'appui de ses partenaires institutionnels, entend poursuivre son action pour que l'alphabétisation devienne un droit accessible à tous, sans distinction de genre, d'âge ou de conditions sociales. C'est ce qu'a précisé dans son intervention la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa, que je vous propose de suivre. Ce moment solennel donc a permis de valoriser à tel martelé les efforts de tous les acteurs qui ont été mobilisés dans le renforcement et l'engagement national en faveur de l'éducation pour tous. Mme Fatouma Moussa a indiqué que ce programme d'alphabétisation s'inscrit dans une vision de long terme et de bâtir une société plus équitable, instruite et résiliente. L'hôtel Sheraton a abrité une cérémonie d'ouverture d'une formation sur l'application des lois maritimes dont ont bénéficié 24 sous-officiers et agents de la garde-côte djiboutienne et de la Marine nationale. Organisée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et la crime, UNODC, et financée par l'Union européenne. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme régional sur la sécurité maritime dans la région de la Mer Rouge. Cet événement qui a vu la participation de l'ambassadrice de l'Union européenne, Dr Denisa Elena Younouté, le coordinateur résident des Nations Unies, José Barahona, le représentant du commandant de la Marine nationale et des représentants du ministère de la Justice et de l'Union européenne ont pris part à cette cérémonie d'ouverture de cette formation. Dans un mot prononcé lors de cette cérémonie, le représentant de la Marine nationale, le commandant Hani Abdurrahman Abdurraqib, a insisté sur l'importance de la coopération interinstitutionnelle. Voici ses propos. Nos eaux territoriales et zones économiques exclusives. Pour cela, il est crucial de continuer à adapter notre cadre juridique en conformité avec les droits internationaux, notamment ceux de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et de renforcer la coopération régionale et internationale dans la lutte contre les infractions maritimes. Dans ce contexte, la Marine nationale joue un rôle central. Elle est la force en première ligne pour l'interception des embarcations suspectes, l'arraisonnement et le contrôle maritime, les missions de sauvetage et de lutte contre la pollution, et plus globalement pour la dissuasion et la protection de nos intérêts stratégiques en mer. Eh bien, dans une allocution également prononcée lors de cette cérémonie, l'ambassadrice de l'Union européenne en République de Djibouti, Dr Denisa Elena Younouté, et le représentant du système des Nations Unies, M. Barahona, ont tous deux souligné que cette formation sur l'application de la loi maritime s'inscrit dans l'engagement multiforme et durable de l'Union européenne en faveur de la stabilité maritime dans la région. Portant sur les questions d'application de la loi maritime, a une double importance. Je le mentionne car ceci fait partie des objectifs de notre partenariat avec Djibouti, avec IGAD et avec d'autres pays de la région. Premièrement, il s'agit de travailler ensemble afin de rendre les mers, les voies maritimes plus sûres, plus sécures et un espace d'échange. Car c'est comme ça, en l'Union européenne, comme on dit, nous ne bâtissons pas des murs, nous bâtissons des ponts et nous nous assurons que les échanges peuvent se faire
de façon mutuellement bénéfique. Et de ce point de vue, ce projet dont UNODC a une partie importante dans la mise en œuvre, il valorise ce potentiel naturel qui existe à Djibouti à cause de son positionnement stratégique, mais en même temps touche sur un nombre d'autres secteurs comme l'économie bleue, le transport maritime, la mer et la pêche. La sécurité en mer se bâtit sur la sécurité sur la terre et la façon dont sont mises en œuvre sur la terre les cadres de droit et comme les agents qui opèrent dans la mer ont les connaissances et la capacité de mettre tout cela en œuvre. Mais il y a aussi une autre dimension, mesdames et messieurs, c'est celle du multilatéralisme. L'Union européenne et Djibouti sont ensemble des défenseurs puissants du multilatéralisme. Multilatéralisme n'est pas uniquement une question abstraite. Ce n'est pas uniquement une question de ratifier ou de signer des traités internationaux qui, après ça, vont attraper la poussière dans les archives respectives. À Djibouti, on parle toujours, on célèbre chaque fois la paix et la stabilité. Et on dit toujours que Djibouti, c'est une île de paix et stabilité dans le compte de l'Afrique. Et c'est vrai. Mais je crois qu'à la tête de beaucoup de nous, quand on parle de la paix et la stabilité, on pense toujours sur le continent, en terre. Mais Djibouti, c'est aussi une île de paix et stabilité sur la mer. Et maintenant, on est sur la mer Rouge et qu'on voit pas seulement la question d'instabilité avec la question des Houthis maintenant, c'est beaucoup apparemment, selon les données, c'est un endroit où il y a beaucoup de trafic illégal, c'est un endroit où le passage de beaucoup de choses légales et illégales pour la mer Rouge. Donc le rôle que Djibouti joue comme être le gardien de la porte d'entrée à la mer Rouge, c'est clé. Et c'est très bien que Djibouti se prépare pour assumer ses responsabilités et pour dire, OK, cette part de la mer, c'est nous, c'est Djibouti. Djibouti, c'est encore un peu mieux préparé pour assurer la sécurité maritime pour cette part du monde. Et la sécurité maritime internationale dépend de beaucoup de pays, mais au moins que nous, à Djibouti, on fait notre part de homework et on peut assurer que dans cette morceau de la mer que Djibouti garde, que vous gardez, on va vraiment établir la loi. Prenons la parole également. Le commandant de la garde-côte s'est exprimé en ces termes. L'organisation de cette session s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la gouvernance maritime et de consolidation de l'action de l'État en mer. Dans un contexte national, régional et international, marqué par des enjeux croissants en matière de sécurité et de sécurité dans le domaine maritime, celui de la région du Bab el-Mandab et Golfe d'Aden. Dans ce cadre, la garde-côte djiboutienne et la marine nationale djiboutienne jouent un rôle très important et central. En tant qu'acteurs nationaux chargés de la surveillance maritime, de l'intervention et de la prévention et de la coordination des opérations en mer, elle veille en permanence à la protection des intérêts maritimes de la République de Djibouti et celui de la région. L'application des lois en mer constitue un pilier fondamental de la stratégie nationale de sécurité et de sûreté maritime. Il requiert une maîtrise rigoureuse des cadres juridiques nationaux, régionaux et internationaux, ainsi qu'une capacité de mettre en œuvre de manière professionnelle, coordonnée et conforme aux principes du droit. En vous souhaitant plein succès dans les travaux qui souffrent aujourd'hui, je déclare officiellement ouverte la session de formation sur l'application de la loi maritime.
En nouvelles du monde, cette fois, je vous le disais en titre, plus de 200 morts et 500 personnes portées disparues dans des inondations. Le Nigeria compte ses morts. Le bilan officiel fait état de 200 morts et au moins 500 personnes manquent encore à l'appel. La ville de Mogwa, dans l'état du Niger, est depuis ce week-end défigurée dans ces importantes crues, les pires jamais enregistrées dans la région depuis 60 ans. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.